Réunion de concertation, d'évaluation, de planification stratégique et de recherche de partenariat organisée par le Réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes avec l'appui technique et financier de l'Organisation internationale de la francophonie et de ONU Femmes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que nous ayons un, un- un narratif, c'est ce que je cherchais, le terme que je cherchais, un narratif qui puisse convaincre davantage nos décideurs pour que l'égalité femmes-hommes, le concept d'égalité femmes-hommes puisse faire du progrès dans nos différents pays et dans nos associations. Donc, plein de mutations, plein d'obstacles encore devant nous et c'est la raison pour laquelle cette réunion, elle est importante. Nous sommes en petit comité, il va falloir qu'on se parle et une fois que les décisions sont prises ici, je pense qu'il faut que chacune d'entre nous en soit le porteur, hein, ou les porteurs. Voilà, je vous remercie pour cette attention. C'était juste une petite introduction que je voulais faire avant de donner la parole à Madame Balour qui nous écoute actuellement, si vous voulez lui donner la parole. Merci à vous. Merci, cher professeur. Madame la coordinatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, cher professeur, Madame la représentante personnelle du président de la République du Sénégal auprès de la francophonie, Monsieur le directeur de la francophonie au Sénégal, Madame la représentante d'ONU Femmes, Mesdames et Messieurs, chers membres du réseau. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, bien qu'à distance, à cette réunion de concertation et de planification stratégique du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Je salue cette initiative et je vous remercie, chers professeurs, de nous associer étroitement à vos travaux. 10 ans après le lancement du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes par l'OIF, comme vous l'avez précisé, en 2013, donc et avec une formalisation, une constitution en 2014, il est en effet opportun de tirer un bilan de l'action du réseau, de son positionnement et de ses missions, au regard notamment des évolutions contextuelles, comme vous l'avez rappelé, au sein de l'espace francophone et institutionnel, avec l'adoption, et là encore vous l'avez mentionné, de la stratégie de la francophonie pour la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l'autonomisation des femmes et des filles à Erevan en 2018, et aussi la création de l'unité égalité femmes-hommes au sein de l'OIF. Je voudrais apporter quelques précisions sur cette unité égalité femmes-hommes qui a connu quelques évolutions et vous dire combien aussi je suis sensibilisée et que nous considérons les questions, les enjeux de la société civile francophone avec acuité, puisque c'est au sein même de cette unité égalité femmes-hommes que nous suivons toutes les questions en lien avec la société civile. Donc, cette réunion est l'occasion unique de tirer le bilan, mais également de renforcer votre cohésion, votre visibilité et de définir vos priorités pour les années à venir. Nous avons tous à cœur de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'espace francophone, en lien avec les objectifs du développement durable et les engagements internationaux. Nous savons que ce combat est essentiel pour le respect des droits humains, la paix, la démocratie et le développement. Donc, le réseau constitue donc dans cet objectif une formidable plateforme d'échange, de partage d'expériences et de plaidoyer sur les questions liées à l'égalité femmes-hommes à l'échelle de notre espace francophone. Depuis sa création, le réseau a réalisé de nombreuses activités, telles que des publications, des formations, des conférences, des campagnes de sensibilisation. Et je veux saluer votre récente action, donc le mémorandum sur la désinformation basé sur le genre en politique, sujet qui sera très, très, très largement au cœur des échanges du prochain sommet de la francophonie. Votre action contribue à documenter, notamment à travers la cartographie que vous avez développée, et à visibiliser la question de l'égalité femmes-hommes au sein de l'espace francophone. Vous êtes un partenaire de la francophonie pour porter encore plus haut la voix des femmes au sein des grandes enceintes internationales. Et je veux faire ici référence notamment à la Commission sur la condition de la femme des Nations Unies. Les travaux que vous mènerez au cours de ces 3 jours vous conduiront vers une nouvelle vision et une planification stratégique. Ils vont nous éclairer aussi, l'OIF, sur notre partenariat qui conviendrait de rénover et de renforcer.
et je veux vous assurer du soutien de l'unité égalité femmes-hommes dans cette démarche. En témoigne le dialogue renforcé entre mon unité et le réseau depuis ma prise de fonction. Madame Kamina Diallo, qui est spécialiste de programme au sein de l'unité et qui est à vos côtés à Dakar, vous présentera nos pistes de réflexion pour une meilleure synergie, une meilleure cohérence et un impact renforcé de nos actions communes qui viendront contribuer aux ambitions du cadre stratégique de la francophonie adopté au sommet de Djerba en novembre dernier. Ce cadre stratégique vient réaffirmer le positionnement de la francophonie en faisant non seulement de l'égalité femmes-hommes une priorité transversale, mais en définissant les femmes et les jeunes comme cible prioritaire de son action. Je serai très heureuse de prendre connaissance des conclusions de cette réunion et d'explorer ensemble les modalités pour une mise en œuvre concrète. Je vous souhaite de fructueux travaux et une excellente réunion. Intéressant. Bonjour tout le monde. Donc, Sharon Ndiaye, coordinatrice du réseau RF-EFH et représentante de l'OIF, chers professeurs, chers membres du réseau et partenaires. Je suis vraiment très très contente que cette opportunité ait eu lieu de vous connaître toutes. On s'est retrouvés en personne avec Enduro et cette conversation d'appui commun, de partenariat était un petit peu comme un rêve et aujourd'hui ce rêve est de plus en plus réel. Et cette réunion donc est le début en fait des opportunités pour ONU Femmes et d'autres partenaires en fait de travailler avec le réseau. Donc c'est une opportunité aussi de vous accompagner dans vos discussions et surtout sur les discussions sur les défis communs du réseau, de l'égalité de genre et les possibles solutions conjointes en fait que le réseau pour la francophonie pourrait apporter en fait pour les années à venir. Et pour vraiment parvenir à notre objectif commun, c'est l'égalité de genre, la réalisation des objectifs de développement. Et l'égalité de genre est transversale, en fait, pas non seulement l'ODD 5, mais elle est transversale à tous les ODD. C'est-à-dire que nous avons besoin, en fait, de travailler avec les partenaires sur plein, en fait, de sujets qui touchent direct ou indirectement l'égalité de genre. Une des leçons apprises en fait de la première révision des ODD était en fait que la société civile devait jouer un rôle encore plus prépondérant pour atteindre en fait l'égalité de genre et qu'il fallait donc une localisation des ODD. Donc un des premiers messages que je voulais passer, c'est que cette localisation des ODD demande en fait à unir des forces pour travailler depuis le local vers le global pour atteindre en fait toutes les cibles des ODD. Et donc ce partenariat et unir nos forces en fait pourront nous aider à parvenir à ce but commun. ONU Femmes a un triple mandat. Donc c'est ce que nous appelons le triple mandat d'ONU Femmes qui est le mandat normatif, le mandat opératif ou opérationnel et le mandat programmatique. Donc, toutes nos actions s'alignent sur ce triple mandat. Au niveau normatif, nous appuyons donc tout le cadre normatif de l'égalité de genre. Donc, non seulement en fait sur les questions d'élection, participation politique des femmes ou les normes et stratégies contre la violence, mais aussi au niveau transversal, en fait, les lois sur l'autonomisation économique des femmes, les lois sur la paix et sécurité, qui transversalement, direct ou indirectement, touchent les questions d'égalité de sexe. Au niveau opérationnel, en fait, nous mettons en œuvre la communication, la sensibilisation, la production de documents et de production d'informations pour viser vraiment plus de sensibilisation sur l'égalité de genre. Et à travers nos missions, nous allons sur le terrain vraiment pour aider nos partenaires. Et au niveau programmatique, donc, nous avons des programmes. Et ONU Femmes s'aligne sur 4 impacts spécifiques. Donc notre mandat programmatique s'aligne sur 4 impacts. Et c'est à travers ces 4 impacts que nous travaillons en fait avec nos partenaires. Donc le premier impact, c'est la gouvernance et la participation politique. Donc tout partenariat de ONU Femmes sur la gouvernance et la participation politique visera vraiment à développer le cadre normatif de participation des femmes
donc dans les listes électorales, mais aussi la participation des jeunes filles en fait pour devenir leaders en fait dans la prise de décision. Donc nous avons plein de programmes au niveau régional et au niveau pays, au niveau de la gouvernance et la participation politique. Le deuxième impact, donc, notre priorité numéro 2, où s'aligne aussi un certain nombre de partenariats, est la question de l'autonomisation économique des femmes. Donc, nous travaillons plusieurs aspects de l'autonomisation. Donc, c'est non seulement l'accès de la terre des femmes en Afrique, ce qui est vraiment un des éléments essentiels de leur autonomisation, mais aussi dans la prise de décision sur les questions d'autonomisation économique, l'accès à l'innovation et la digitalisation rentre là-dedans, à travers des plateformes digitales où les femmes peuvent accéder vraiment à vendre leurs produits et à créer des coopératives. Nous avons un programme qui est régional, qui est assez important, qui s'appelle Buy From Women. Donc, les femmes productrices peuvent vraiment recevoir des revenus à travers la commercialisation de leurs produits. Les questions de changement climatique et nos partenaires qui travaillent vraiment dans ça s'intègrent aussi sur les questions d'autonomisation des femmes et la capacité des femmes aussi d'être résilientes aux risques des catastrophes. Le troisième axe dans lequel nous travaillons avec certains partenaires, c'est l'axe le plus connu de nos femmes et travaillons aussi avec UNFPA et d'autres agences des Nations Unies, et c'est la lutte contre toutes les violences faites aux femmes. Donc nous avons cette troisième niche en fait d'action et où la sensibilisation et le travail avec les chefs traditionnels pour lutter contre la mutilation génitale féminine, mais aussi le travail forcé qui existe encore, ou le mariage forcé des enfants, etc., et des jeunes filles, est un des éléments essentiels pour essayer de tomber à zéro, en fait, les horribles pourcentages encore qui existent, en fait, de violences faites aux filles et aux jeunes dans le monde entier, notamment encore en Afrique. Et le quatrième axe de développement de partenariat est la paix et la sécurité. Donc, sur les questions de paix et sécurité, nous travaillons vraiment toute la question de leadership des femmes et leur résilience dans les questions de paix et de sécurité. Nous intégrons aussi la question humanitaire. Nous travaillons beaucoup en Centrafrique, au Niger, la situation du Gabon. Donc, nous essayons vraiment, à travers la société civile, effectivement, de renforcer ce partenariat pour relancer la participation des femmes sur les questions de paix et sécurité. Nous travaillons un principe qui est développé avec la société civile et c'est comment nous aidons les laissés pour compte. Donc le LNOB, le fameux principe de ne pas laisser personne derrière. Et en général, les jeunes filles, les femmes migrantes, les femmes handicapées et les femmes âgées, en fait, sont les groupes prioritaires avec lesquels nous travaillons à travers nos différents axes. Dans les pays, en général, et ça c'est pour les questions de planification stratégique que vous allez discuter, nous nous alignons toujours sur les priorités nationales du gouvernement. Donc, au niveau pays, nous allons, nous, par exemple, au Sénégal, nous aligner avec la SNEC, la SNAIF, dans nos actions. Exactement. Et en fait, nous connaissons, je pense. Donc, nous nous alignons toujours avec les priorités du gouvernement. Donc, on va s'aligner avec la SNAIC, avec la SNAIF, avec les stratégies nationales au Sénégal. Et nous nous alignons sur ces priorités nationales à travers le cadre de coopération des Nations Unies et le gouvernement qui va s'aligner directement sur les priorités nationales. Donc, toute action d'ONU Femmes, toute action du réseau avec ONU Femmes ou de nos partenaires s'aligne avec les priorités du gouvernement et donc le cadre de coopération qui va juste prioriser pour les prochaines années. Pour le Sénégal, c'est par exemple 2024-2028, les priorités vraiment pour le pays. Donc, les Nations Unies vient ici aider. Mais les Nations Unies ne peuvent pas travailler seules. Donc, nous avons besoin d'autres agences des Nations Unies et notamment du partenariat avec la société civile, des institutions académiques, la société civile et les groupes de jeunes, de femmes, etc., pour y parvenir. Donc, je voulais juste montrer qu'au niveau de la planification, c'est important, en fait, qu'elle s'aligne avec les priorités nationales et le cadre de coopération du pays. Au niveau régional, nous prenons les mêmes 4 priorités que je vous ai
que je vous ai mentionnés. Et nous travaillons avec la société civile au niveau régional aussi. Donc, par exemple, au niveau régional, nous travaillons avec les partenaires, par exemple, de COTLA, pour les questions transversales de lutte contre toutes les violences de femmes et de filles. On travaille avec les chefs traditionnels et COTLA est, par exemple, un des réseaux régionaux sur lesquels nous pouvons bâtir notre travail. Je voulais juste finaliser en disant que si bien le travail du réseau va s'aligner sur la base de la stratégie, il serait intéressant de réfléchir, par exemple, à la question des programmes conjoints, parce que une des portes d'ouverture pour finaliser mon discours est de réfléchir comment votre travail pourrait s'aligner sur des programmes conjoints avec d'autres partenaires pour viser des résultats spécifiques pour la mise en œuvre de la stratégie. En fait, les partenaires de développement, Nations Unies et les partenaires bilatéraux, en fait, utilisent en fait les programmes conjoints pour unir les forces et arriver vraiment à atteindre la question de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Et aussi, il s'est trouvé que les questions de partenariat conjoint, plus la sensibilisation et plus le renforcement des capacités, ce sont les différents axes en fait qu'il faut avancer pour atteindre les ODD d'ici 2030. Des opportunités, vous en avez devant vous, la CSW, donc le comité de statut des femmes, est une opportunité pour que vous vous positionnez. C'est un cadre normatif assez intéressant et où le réseau est vraiment, vous êtes, disons, presque dedans, un pas à l'intérieur. Beijing plus 30, c'est une révision assez intéressante et importante. Donc, je pense que c'est une opportunité que vous devrez aussi voir dans vos discussions lors de ces 3 jours. Toutes les questions de sensibilisation et renforcement de capacité, vous avez une grande niche, en fait. Le travail avec les jeunes et les jeunes filles sur les questions de prise de décision, lutte contre la violence, etc., est une autre niche. Toute la question de la communication, la sensibilisation, mais avec une idée de communiquer les résultats, de vous unir avec, et tout le plaidoyer. Voilà, donc je pense que ce sont des opportunités importantes pour les mois à venir et pour renforcer vos synergies, votre impact et les partenariats pour la francophonie. Et je vous remercie pour l'accueil. Je vous accompagnerai aussi sur la question de planification stratégique vendredi. Ma collègue Sarah Rafignagna viendra, une collègue de Madagascar, viendra demain pour les questions de partenariat et partenariat mobilisation de ressources. Et donc, nous sommes ici en train d'accompagner donc le réseau sur votre planification et discussion. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonjour, maître. S'il vous plaît, vous voulez installer maître Ndefa Touré? Voilà. Merci beaucoup, Maritza, pour cette introduction. Je pense que c'est très, très riche. Ça, on a des ouvertures de coopération. Demain, je crois que c'est notre collègue du Canada qui va présider la séance sur le partenariat. Et je pense qu'on a de quoi travailler, on a des sujets à explorer, mais pour les autres également, si vous avez des idées, je crois qu'ouvrir le partenariat à d'autres structures, parce que c'est ce que l'OIF souhaite, Kamina nous confirmera cela, mais il faut que nous soyons sûrs de ce que nous voulons faire comme type de partenariat, avec qui nous devons coopérer pour faire avancer l'intégration de la stratégie EFH. Je crois qu'il ne faut pas qu'on perde ça de vue. Il faut que notre ligne directrice soit la stratégie EFH adoptée à Yerevan. Et c'est à partir de cette ligne-là que chacun d'entre nous est capable d'apporter un plus. Voilà, je voudrais saluer la directrice du genre au ministère de la femme, de l'enfant et de la protection de la famille et de la protection des enfants. Je ne sais jamais s'il faut parler des enfants avant la famille ou de la femme, mais merci Aïssatou d'être là. Le directeur de cabinet aussi est dans les blocages, hein, il a dit qu'il arrive. Mais je suis très très sensible à votre présence, parce qu'avant que vous ne veniez, je disais que ce travail ne peut pas se faire en dehors du cadre normatif national dans nos différents pays, et qu'il est bon
et vos différents ministres d'ailleurs le comprennent très bien, que nous travaillons avec vous, parce que ce que vous retenez de l'OIF, de vos sommets et des réunions, surtout du CSW, que nous vous aidons à mettre en œuvre en respectant la stratégie EFH. Merci Maritza, vraiment pour tout, l'accompagnement et la disponibilité surtout, parce qu'on a toujours ton écoute chaque fois qu'on a une interrogation, et c'est la première fois que nous, en tant que réseau, nous mettons pied dans ce monde de la coopération internationale, sauf que de temps en temps, on nous dit, oui, on sait ce que le réseau a telle ou telle personnalité, s'il vous plaît, on connaît vos compétences, venez donc nous aider dans tel et tel domaine. Mais je crois que cette réunion va nous aider à formaliser tout cela, qu'on soit clair dans ce que nous voulons faire et comment nous voulons le faire. Donc, Madame Aïssatou Diouf est du ministère, et Maître Ndeye Fatou Touré qui vient d'arriver, et notre personne ressource pour tout ce qui est juridique dans le texte. Parce qu'on a des soucis de compréhension. Et c'est bien que Maître Touré, la directrice de l'unité EFH, vient juste de donner son message. Mais elle a une représentante ici, Madame Diallo, est là, et c'est important que vous nous parliez. On a ce problème de statut du réseau qui nous empêche d'évoluer comme nous le voulons, et il serait bon que tout le monde soit fixé à partir de la réunion de Dakar pour préparer l'Assemblée générale qui prendra les décisions. D'accord? Voilà, donc on va maintenant, je ne sais pas ce que nous attendons le directeur de cabinet, n'est-ce pas? Voilà, nous allons donner la parole à Madame la représentante du chef de l'État, Madame Pendembo, qui est une de nos sœurs, pour qu'elle ouvre la réunion. Et puis, ma foi, nous ferons la première présentation. Il faudrait que la présentation soit prête, s'il vous plaît, avant qu'on ne fasse la pause café. Voilà, Penda, à vous la parole. Merci, Nyoro. En espérant que le directeur de cabinet sera là. Parce que je n'avais pas prévu vraiment de faire un discours. Et à l'endroit de madame, je dirais tout simplement que moi, je suis une militante de la société civile depuis très, très longtemps. Militante des droits des femmes. Je ne suis pas du tout dans le moule gouvernemental. Je fais exactement la même chose que vous. Mais je voudrais saisir, chères mesdames, messieurs, madame la représentante de ONU Femmes, madame la représentante de l'OIF, saisir cette occasion d'abord pour rendre un hommage à madame Ndioro Ndiaye, au professeur Ndioro Ndiaye. Pourquoi? Cette dame, elle est engagée depuis très très longtemps. Quand elle a été nommée dans les années 90 ministre du Développement social, elle a fait faire aux femmes sénégalaises des bons remarquables, surtout en termes de réflexion, de stratégie et de production du savoir pour les femmes. C'est elle qui a piloté ici au Sénégal la grande conférence des femmes africaines pour la préparation du sommet de Beijing. Et depuis lors, je ne l'ai jamais vue s'arrêter d'intervenir, de s'engager. Elle a été à l'OIM, mais depuis son retour, justement, elle a repris le flambeau là où elle l'avait laissé, c'est-à-dire être aux côtés des femmes et de travailler sans relâche pour les femmes. Elle est aussi une très grande militante de l'Organisation internationale de la francophonie. Je dis que Ndioro aime la francophonie. Je la vois encore dans les réunions de la CEDAW à New York, participer aux grandes conférences qu'organise l'organisation et surtout la direction égalité hommes-femmes, femmes-hommes de l'OIF. Et en plus, pour ce réseau, je l'ai vu, je l'ai entendu, parce que je participe toujours depuis 2013, je participe pratiquement à toutes les réunions
du Conseil permanent de la francophonie pour représenter le chef de l'État, mais aussi à différentes autres réunions. Et je vois le rôle que les ONG, parce que les ONG jouent dans cet espace. Et c'est toujours avec grand intérêt que nous écoutons tous les présentations de la représentante ou du représentant des ONG, la plateforme. Voilà. Alors, c'est dire tout son engagement. Je crois qu'elle continuera, même si elle n'est pas à la tête du réseau. Je sais qu'elle va continuer à militer dans ce réseau. Ça, je voudrais le souligner. Le deuxième aspect qui me semble intéressant, c'est l'Organisation internationale de la francophonie. Le Sénégal, la Tunisie de Bourguiba, le Niger d'Amani Diori et le Vietnam le Cambodge ont été vraiment les pays, les membres fondateurs, pratiquement ont imposé la francophonie à la France elle-même. Ce sont des personnalités très engagées. Et ce qui est intéressant de la coopération, si vous voulez, culturelle avec la CCT, la francophonie est devenue une organisation incontournable pour la promotion des droits des femmes, des droits politiques, des droits civils, mais de la démocratie, tout simplement. Et je considère personnellement, d'après l'expérience que j'ai de cette francophonie, que les meilleures réussites de l'organisation tournent essentiellement autour des questions d'éducation, mais aussi de l'égalité homme-femme. Ça, je crois que s'il y a une réussite au sein de l'organisation, ce sont les deux mamelles ou les deux axes véritables de cette réussite. Alors, la francophonie est le soutien par excellence dans les pays francophones, je dis bien même au-delà, parce que même au-delà, je dirais pourquoi, la francophonie est l'une des structures qui marque véritablement cette question d'égalité homme-femme. Avec la production de textes très importants. Il faut voir justement la stratégie pour l'égalité homme-femme, mais aussi la contribution essentielle de l'organisation lors de la réunion du CEDAW à New York au mois de mars. La première réunion, par exemple, sur l'autonomisation des femmes, organisée avec une réflexion, une conception philosophique très importante. J'ai assisté à cette réunion, tout le monde venait, pas seulement les pays francophones, et c'était une réussite en général, un succès. Et il participe justement le réseau aussi, sans compter les autres réunions parallèles, etc. Donc je pense que de ce point de vue, la francophonie, elle a fait un travail important. Mais ce n'est pas suffisant. Peut-être c'est là où le partenariat va être très important, Madame Maricia. Par exemple, il faudra absolument, au moment où les ressources sont limitées, il faudra, parce que déjà la francophonie a un fonds pour financer les femmes qui est mis sur place depuis l'avant-dernier sommet. Voilà. Et ce fonds est extrêmement important, mais vous savez, l'argent n'est jamais suffisant en termes d'égalité, en termes d'éducation. Il faudra peut-être mettre les efforts, réunir les efforts pour arriver à renforcer sur le terrain la présence de toutes ces organisations et faire justement avoir des résultats et un impact réel. Donc je pense que là, c'est là où le partenariat va être important. Et l'OIF devra travailler, je crois qu'il travaille, parce que les États sont aujourd'hui submergés de problèmes. Et les États, malgré, quelle que soit, si vous voulez, la priorité de tel ou tel secteur, tous les secteurs sont prioritaires, mais comme les femmes ont la possibilité de faire justement du lobbying, il faudra le faire. Je vais terminer par le troisième axe de mon intervention un peu désorganisée, c'est-à-dire le Sénégal. Qu'est-ce que le Sénégal a fait? La directrice, elle est là. Le directeur de cabinet, certainement, vous le verrez. Mais le Sénégal, c'est un pays, faut-il le rappeler, à plus de 95% de musulmans, des chrétiens, les religions traditionnelles. Et on a toujours, disons, vu l'islam comme la religion qui limite l'égalité
entre les hommes et les femmes. Moi, je suis fait toute ma vie du féminisme islamique. Je ne vois pas les choses comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'on voit et c'est ce qui se passe sur le terrain. Et le président Senghor, quand il est arrivé au pouvoir en 1960, président de la République, il a créé une structure essentielle, c'est-à-dire le comité des options pour réfléchir justement sur l'égalité, faire de la femme l'instrument, entre guillemets, de modernisation de la société sénégalaise. Et c'était la grande période qu'on appelle la période du féminisme d'État. Avec Bourguiba, qui a aussi élaboré le code du statut personnel, le Sénégal a travaillé justement, malgré les obstacles et les difficultés, sur le code de la famille de 1960 jusqu'en 1972, l'année où on a voté le code qui sera promulgué en 1973. Et la femme va jouer un rôle essentiel. Et c'était l'instrument de modernisation, c'était l'instrument, si vous voulez, aussi d'unification de la citoyenneté. Parce que tout le monde sait qu'on avait trois niveaux, les citoyens issus des 4 communes, comme les Nioro et les Saint-Louisiens, les citoyens, disons, ceux qui dépendaient un peu du code de Napoléon, les citoyens des 4 communes, mais on avait le système de l'indigénat où on faisait souvent intervenir la religion, la charia et les lois coutumières. Senghor a voulu faire, justement, à partir de ce code, un élément, un instrument de modernisation, mais d'unification essentiellement de la citoyenneté. Et ce code a été le moteur, si vous voulez, dans ce pays, des relations, de transformation sociale. Et ça a continué ainsi, on a connu des politiques, l'introduction des femmes dans les IFD, féminisme d'État, la question de l'éducation qui devient une question centrale, etc. Et le Sénégal, malgré tout, restera un modèle de ce point de vue. Et tout chef d'État qui arrive avec une volonté de changement. Abdou Diouf nous a fait voter la loi contre l'excision, la criminalisation du viol viendra, je crois, avec Wade. Et Wade a même fait voter la loi sur la parité en les matières, avec la pression, si vous voulez, des femmes qui sont très bien organisées dans les structures. S'il y a, je dis toujours, le temps des femmes n'est pas le temps de la politique. Les femmes sont dans la société civile, elles ont fait bouger les lignes dans ce pays. Alors, et le président Wade, c'est la parité. Le président Macky Sall, lui aussi, il a porté le plaidoyer pour les femmes, partout où il est. Et je me souviens, la dernière réunion, c'est cette réunion Hifoshi qu'il a eu à présider ici. Et il a fait faire des progrès aussi dans son domaine. Peut-être Astou vous expliquera mieux que moi tout ce qui a été comme changement, tout ce qui est changement au niveau du ministère de la Famille, qui change d'appellation, parfois genre, enfant, etc. Donc là aussi, je vous demande si c'est possible. Vous avez évoqué la question des concepts, mais il faudra rediscuter les concepts. À l'état actuel des choses, est-ce qu'on doit continuer à avoir des ministères de la famille? Est-ce qu'on devra continuer à avoir des ministères de la femme? Est-ce que le genre qui nous pose problème, surtout maintenant dans nos pays, le genre, le concept est récupéré par certains groupes et on fait un travail, si vous voulez, de négation? Et les féministes aujourd'hui, on reconstitue un mouvement féministe dans un pays comme le Sénégal, mais entre les années 90 à 2000, tout le débat démocratique se situait autour de la femme. Et ce débat démocratique autour de la femme, avec les concepts, tout ce qu'il fallait, a été essentiel. Aujourd'hui, plus personne n'ose dire dans ce pays qu'une femme ne peut pas diriger un gouvernement, un pouvoir, etc. On a connu deux femmes premières ministres. Après 2000, on continue. Aujourd'hui, les candidates, elles sont au moins 5 qui veulent conquérir le pouvoir des femmes en 2024. Donc, c'est un pas important qui est osé. Et aujourd'hui, le travail est très important. Et en termes, si vous voulez, d'avancée, une des avancées essentielles, c'est que l'école, ce sont les filles qui excellent dans l'école. Ce sont les filles qui excellent dans les universités. Elles sont dans tous les domaines de réussite. On a des Miss mathématiques, des Miss sciences, etc. Donc, on avance malgré tout, grâce aux pionnières, grâce au rôle des institutions et à l'engagement aussi de nos chefs d'État. La situation du Sénégal, le Sénégal peut être un modèle de ce point de vue pour beaucoup de pays africains, même des pays non africains. Donc, je crois que cette réunion du réseau
est venu non seulement à son heure, mais c'est une réunion qui est dans son cadre normal, le Sénégal. Alors, je voulais donner tout simplement ces quelques éléments, les mettre dans la corbeille de réflexion et dire que nous fondons beaucoup d'espoir sur ce réseau. Parce qu'après tout, moi, je suis société civile, je crois à la société civile. Pour faire des avancées au gouvernement, il faut une pression forte venant de la société civile et puis reconstituer les comités consultatifs. Des comités qui sont des comités, si vous voulez, on a la société civile, les universitaires, les institutions, et c'est ça qui va faire avancer la situation. Sur ces quelques éléments, je voudrais déclarer au nom du chef de l'État la réunion de concertation, d'évaluation, de planification stratégique et de recherche de partenariat du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes ouverte, et je vous souhaite plein succès. Je sais que RFEFH est très beau, mais bon, merci beaucoup. Merci Penda. Merci. Merci infiniment Penda. Vraiment, c'était bon de se replonger aussi dans l'histoire un peu et dans l'historique. On a cheminé, c'est vrai, on a cheminé depuis que nous étions jeunes à l'université. Elle a été de tous les combats et cela me conforte beaucoup parce que dans toutes choses et partout où nous avons été, on a essayé d'avoir des benchmarks, on a essayé d'avoir dans un valoromètre des indicateurs. On a essayé d'avoir des indicateurs, oui, qui nous aident à évoluer. Et Penda a toujours été dans cette recherche. Moi, c'est toujours un plaisir de la voir. Je ne l'ai pas aussi souvent que j'aurais souhaité, mais je l'embête chaque fois que je peux. Chaque fois que je peux. Elles sont plusieurs ici au Sénégal. C'est une chance, mais je suis sûre que dans vos propres pays également, c'est que nous cherchons dans le RFEFH, justement. C'est parce que on a senti en premier ce sentiment de lassitude que la plupart de nos dirigeants ou de nos pays affichent maintenant par rapport à cette question d'égalité femmes-hommes ou cette question de genre. Et on voit au galop et on le sent dans le dos qui arrive des risques tellement forts dans la perte du minimum que nous avons pu gagner depuis Pékin, que je ne sais pas si les pays européens vous exprimerez, mais on a des risques, on court un risque extraordinaire de perdre une bonne partie des gains qu'on a eus, parce que tout simplement, il y a des facteurs nouveaux qui s'expriment maintenant, qui, si on y prend garde, vont prendre le pas sur beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, surtout chez les jeunes. Moi, je suis préoccupée par l'attitude des jeunes, la perméabilité des jeunes à certaines idées, à certains concepts que des groupes extrêmement forts véhiculent auprès de nos différentes sociétés. Et c'est pour ça que cette réunion du RFEFH est importante. Moi, je m'accroche à ça. Je ne sais pas ce qu'on fera au bout de 3 jours, mais j'y crois fortement. Je crois qu'il faut anticiper, il faut avoir le courage de dire les choses. Mais alors, il faut mettre des formules de solutions dans ces propositions-là, et il faut surtout de l'engagement de votre part, de l'engagement de notre part à nous tous. Ça va être difficile, mais si on ne répond pas à l'OIF, à côté de l'OIF, si on ne donne pas des pistes de solutions à l'OIF, mais l'OIF ne pourra pas faire. C'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui connaissons les sujets, et c'est à nous de faire le travail
préalable pour que l'on puisse arriver à ce nouveau narratif sur l'égalité femmes-hommes. Un nouveau narratif sur l'égalité femmes-hommes pour le futur de nos sociétés, et en particulier au sein de la francophonie. Voilà, donc on se déclare très ouvert officiellement pour cet entretien, cette session de travail. Et j'espère que nous arriverons au bout de 3 jours à être beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis. Je voudrais saluer entre-temps l'arrivée de certains membres. Kautar, qui représente Kautar, physiquement est là. C'est pas Mariam Koulibaly que j'ai vu. Mariam, tu es là? Voilà, Mariam, bienvenue. Bienvenue. Oui, voilà. Je crois que Oumou aussi est là. Oumou, c'est Afard. Afard est un membre fondateur du RFEFH à l'époque, en 2013, quand on le créait à Paris. Et Afard a son siège est ici à Dakar, d'ailleurs. Afard. Et puis Pauline qui était là. Pauline est là. Hein. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que je n'ai pas salué? Voilà. Donc, on est vraiment au complet. Et cette réunion, c'est comme ça qu'elle se tiendra. Chaque fois qu'on a besoin d'une expertise supplémentaire, on la fait venir. C'est le cas de Maître Touré qui va nous parler du statut. On a un problème avec le statut du RFEFH. Et Marissa a parlé du CSW. Oui, le CSW, paradoxalement, nous sommes l'instrument de travail de l'OIF au CSW, mais le CSW, le RFEFH tel qu'il est structuré, en tout cas le statut du RFEFH ne lui permet pas, par exemple, d'être accrédité aux Nations Unies au niveau de l'ECOSOC. Parce que le statut qu'on a, et on a interrogé les juristes, le statut qu'on a ne nous permet pas d'être reçus comme organisation. Si bien que pour que nous fassions notre travail au CSW, on est obligé de passer jusqu'à présent, nous passons par la représentation permanente de la francophonie à New York, qui nous accrédite. L'année dernière, on a dû passer par Regard de Femmes, qui a déjà un statut à l'ECOSOC, un statut d'observateur. Et la solution qu'on a trouvée, c'est que tous les membres du RFEFH, Genre en Action, l'ACOSI, vous aussi, si vos associations pouvaient faire l'effort de vous inscrire, y compris AMLD. AMLD est dans le processus pour que vous ayez le statut d'observateur aux Nations Unies. Cela nous faciliterait la tâche. Pour 2024, on commence la préparation du CSW. Dès qu'on aura les thèmes, on fera les distributions. Mais encore, cette logistique est très, très lourde et difficile. C'est sur la pauvreté. Très bien. Mais il faut que les choses se fasse. Il faut que le RFEFH ait la possibilité d'être présente et qu'on n'ait pas toutes ces difficultés pour aller à travers les mécanismes et être présent au CSW. Mais nous allons y travailler. Et il y a juste une présentation avant qu'on s'arrête pour la pause café, s'il vous plaît. Merci. Bien sûr, d'abord, Dioro d'avoir organisé tout ceci, et puis tous les partenaires institutionnels et financiers. Et nous allons tout de suite commencer par ce tour de table des participants et l'évaluation des activités du RFEFH, par la projection justement des volumes de publications. Alors le premier qui a été fait entre 2014 et 2018, qui était géré la base, et puis bien sûr une publication sur les sites n'a pas besoin d'être sans arrêt reprise et réactualisée, et donc le tome 2 qui a été réactualisé. Sans plus tarder, Dioro, je te redonne la parole. Merci. C'est une réaction à un besoin que les Nations Unies avaient exprimé il y a quelques années. On a eu un problème pour éviter les frustrations, parce que vous le savez
autant que moi que la francophonie a eu beaucoup de mal à se frayer son espace d'expression au niveau même universel, je veux dire, même au niveau des Nations Unies, des francophones. Vous n'arrivez pas à trouver des experts francophones. Quand il s'agit de nommer des assistants, des USG ou ASG, comme on le dit, secrétaires généraux adjoints ou un des secrétaires généraux aux Nations Unies, quand il s'agit de proposer des postes clés, que ce soit pour ONU Femmes ou d'autres institutions des Nations Unies, on a beaucoup de mal à présenter des candidatures francophones. Et on a été très, très frustrés. Moi, j'étais à l'OIM comme numéro 2 et j'ai quitté l'OIM avec le grade de ASJ, assistant secrétaire général des Nations Unies. C'est mon grade actuel. Et j'étais absolument seule. Avant, disons, ici au Sénégal, il y avait Ibrahima Fall, que vous connaissez comme ancien ministre des Affaires étrangères, et Jacques Diouf, qui est décédé, malheureusement, comme directeur de la FAO. Nous étions trois Sénégalais, et parmi les Africains de la zone francophone aussi, il fallait faire autant de recherches. Si bien que pour nommer des femmes francophones, que ce soit dans le cadre des ODD que l'on commençait à mettre en place, ou dans le cadre des zones de conflit qui commençaient à être très, très importants dans la zone francophone, le secrétaire général Guterres arrivait aussi, c'était juste à la fin de Ban Ki-moon et l'arrivée de Guterres, eh bien, parce qu'on a eu des liens. Quand lui, il était au HCR, moi-même, j'étais à l'OIM, qui m'a dit, mais je ne suis désolée, mais on a beau fouiller, on ne trouve pas de candidate francophone. Et parce que je me suis toujours élevée en disant, mais ce n'est pas possible, vous ne connaissez que des anglophones. Ces postes sont toujours occupés par des anglophones. Les pays francophones ont quand même besoin d'expertise. Il m'a dit, écoutez, faites-moi une cartographie, donnez-nous des noms. C'est pour ça que j'ai mis d'abord tout le groupe. Tout le RFEFH est dans le groupe des publications, et j'ai donné des preuves que ces dames ont une expertise dans tous les domaines du développement et du développement durable au sens large, et c'est l'objet de ces publications-là. Tout le monde peut l'avoir sous forme de virtuel, hein, et nous avons les clés, mais je vais passer très très rapidement pour donner juste les titres qu'on a eus. Notre charte constitutive, vous le trouverez dans le document, il est là, parce qu'il faut que tout le monde le connaisse et le partage. Le règlement intérieur du RFEFH également. La première brochure de notre réseau aussi a été formulée par nous, et il y a des citations de Afard, d'ailleurs, de Odile Ndoumbe-Faye à l'époque, mais tous nos membres ont des citations dans cette brochure-là. Et la première fois où nous avons été associés à une réunion, une conférence de l'OIF au niveau mondial, c'était la réunion de Kinshasa en 1994, après la création du réseau, et c'était notre première position paper, c'est-à-dire on a formulé ensemble sur la base du sujet ou des sujets qui étaient débattus à la conférence de la francophonie à Kinshasa. Eh bien, les membres du RFEFH ont pu écrire un recueil qu'on a appelé des brochures thématiques sur les différents thèmes qui étaient discutés à la conférence de Kinshasa. Après cela, on a produit, on préparait la COP 21 à Paris, et on a demandé au RFEFH quelles étaient aussi l'opinion ou les opinions des membres du RFEFH par rapport à la COP qui se préparait.
Et on a fait cette brochure, on a demandé à chacun d'entre nous de donner les idées qu'elle avait, mais surtout, on a voulu présenter cette brochure sous la forme de, voilà, cette brochure-là, sous la forme de force et faiblesse des femmes et des hommes face aux enjeux climatiques. Et bien entendu, comme RFEFH, on a mis en exergue toutes les forces que les femmes avaient pour transformer l'environnement, pour lutter contre le changement climatique, pour créer des réflexes d'adaptation au sein des populations francophones. Et on a mis également cette brochure à la disposition de la population, à la disposition de l'OIF. Alors, après les atlas, on a commencé la réflexion sur les différents objectifs du développement durable. Et on nous a demandé de présenter le FH, qu'est-ce que le FH pouvait faire pour promouvoir des femmes dans l'entrepreneuriat, dans le développement, dans la création de richesses dans les pays francophones. Et on a donc formulé ensemble, on a demandé à chacune d'entre nous de nous donner une liste de femmes dans leur région ou dans leur pays qui s'illustrent de manière particulière. C'est les différentes publications de 2013 à 2014. De 2014 à 2019, c'est le tome 2, c'est à partir de 2019. Mais de 2014 à 2019, c'est le premier tome. À partir de 2019, on a eu le second, le tome numéro 2, et vous avez les différentes publications qui sont là. C'est la carte, c'est les atlas pour les femmes, sur les femmes francophones et le développement durable, qui a été publié le 23 janvier 2019. On a tous ces documents par Internet. Hein. Ça nous demande beaucoup d'argent pour en faire des publications en hard copy. On a eu un exemplaire complet qu'on a remis à la secrétaire générale. Il y a 4 tomes, parce que c'est par région francophone. Mais on n'a pas de quoi multiplier ces publications en papier pour que chacun d'entre nous, même chaque membre de la coordination, n'a pas cela en papier parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Donc, on peut dérouler. Ici, on a posé ces cartographies nous aident à dire, oui, les femmes doivent être présentes dans le développement durable, mais où est-ce qu'elles sont? Et ces cartographies nous permettent de localiser les femmes qui interviennent dans les différents objectifs du développement durable et en francophonie. Ensuite, on a accompagné l'OIF à chaque fois qu'un sommet se présentait, chaque fois qu'un sommet était organisé, donc depuis Dakar en 2015, on a formulé un papier de positionnement sur le thème du sommet. C'est ainsi que le sommet après Dakar, c'était Tana. Antananarivo. On a travaillé non seulement avec nos collègues malgaches, mais l'ensemble des membres de la coordination du réseau s'est exprimé sur le contenu des thèmes qui sont développés au sommet de Tana. Et on a des papiers de positionnement vraiment, je pense, de très haute facture qui serait bon que non seulement les membres de la coordination prennent en charge, mais que les personnes avec lesquelles vous coopérez, surtout dans les différentes régions où vous vivez, vous pouvez le partager avec la société civile de ces régions et avec les autorités de ces régions. Là, on a eu donc un certain nombre
de papiers de positionnement qui sont effectués et on a vraiment un recueil de papiers de positionnement puisqu'on a suivi tous les sommets et conférences, y compris les papiers de positionnement pour la CSW. Ensuite, nous avons produit ce que nous appelons la plateforme virtuelle interactive du RFEFH. C'est une cartographie. Vous avez le lien ici sur l'écran. C'est une carte que nous avons créée, non seulement une carte du monde dans laquelle on a illustré la francophonie, les régions de la francophonie, et dans ces régions de la francophonie, chaque pays correspond à une page de la carte. Je ne sais pas comment l'expliquer de manière visuelle. Est-ce que vous voulez montrer cela? C'est en train d'être montré. Voilà, ouvrez. Oui. Alors, la carte de la francophonie est là, par région. Voilà. Et pour chaque pays de la francophonie... Excusez-moi, docteur, mais ce n'est pas partagé sur l'écran pour nous qui suivons la réunion à distance. Je m'excuse. Ah, vous ne voyez pas l'écran? Non, on ne voit pas, et même j'ai fait la remarque, si pas possible, c'est pas possible, on ne va pas perdre du temps. Est-ce que vous pouvez le faire maintenant? Il dit que maintenant, ça va être fait. Oui, voilà, ça va, merci. Voilà, merci. très bien, parfait. Alors, voici je suis désolé donc vous n'avez pas vu au début, hein, parce que moi je ne vois pas le grand écran, je regarde. Oui, ici, on ne voyait pas du début, mais on vous suivait attentivement. Merci Ahmed. Marianne est venue, hein, Marianne Koulibaly est là, elle est dans la salle, c'est Kautar, c'est l'équipe de Kautar. Alors, cette plateforme, vous avez le lien, si vous voulez y aller, vous pouvez le faire. Et dans cette plateforme, si vous cliquez sur un pays, par exemple, cliquez sur le Sénégal ou sur la France, vous voyez apparaître toutes les études qui ont été faites sur le pays en termes de lois qui ont été prises, en termes d'autres textes, comment ces textes ou ces lois sont appliqués. Est-ce qu'il y a des succès? Est-ce qu'il y a des difficultés? Je pense que le pays le plus à jour pour l'équipe du RFEFH, l'équipe d'ici de Dakar, c'était la France, n'est-ce pas? Les dernières modifications qu'on a eues, c'est parce que la France publie beaucoup ce qu'elle fait comme modification, les nouvelles lois qu'elle crée, les obstacles, et on a dans n'importe quel réseau social, on a des interactions, et on a des réactions des gens par rapport à à l'application de telle loi, les difficultés qu'il y a, etc., etc. Ça permet aux jeunes qui sont derrière leur laptop et qui travaillent avec nous de rectifier chaque fois ce qu'on a dit. Oui, cette loi elle est bien passée, elle est appliquée, mais il y a tel et tel obstacle. Est-ce que le réseau peut prendre en compte cela? La personne qui représente ce pays dans le réseau peut prendre cela en compte et qu'on en discute pour voir quelle est la manière la plus judicieuse pour rectifier cela dans le pays. Nous, on fait beaucoup l'exercice parce qu'on a la chance d'avoir l'IFEF avec nous. L'IFEF, c'est l'Institut francophone pour l'éducation en français, qui est de la francophonie. C'est un instrument, un camina très très important qu'on utilise ici. Et vraiment, à la semaine, on travaille toujours avec l'IFEF. Chaque fois que quelque chose se passe et qu'on veut que l'IFEF répercute cela au sein de la communauté francophone, on les avertit. Et Mona Laroussi, la directrice, est absolument disponible. Il faut que les coordonnatrices sachent que l'IFEF aussi est à votre disposition, que vous soyez dans n'importe quelle zone géographique. Dakar le fait, le Sénégal, on le fait parce qu'on est là, l'IFEF est là, mais je veux dire qu'il n'y a pas que Dakar il n'y a pas que le Sénégal qui devrait travailler avec l'IFEF, c'est toute la coordination du RFEFH qui a à disposition cet outil-là. Il faut pousser. Et alors, donc, on a cette carte. Et il suffit juste de cliquer. Vous avez tous les indicateurs. Jusqu'à savoir combien de femmes en âge de mariage, par exemple, en âge d'être mariées, de manière
précoce pour nous, mais peut-être de manière normale pour beaucoup d'autres pays, surtout à consonance musulmane, eh bien, on peut le découvrir ici. On a cette information. Et je trouve que c'est important pour des gens qui veulent agir pour avoir l'information correcte. Et qu'est-ce qu'il y a comme indicateur dans la cartographie? Les femmes qui sont mariées avant 25 ans aussi. Hein? Voilà. Il y a plein d'indicateurs que l'on peut trouver dans cette plateforme-là, mais l'intérêt de cette plateforme, il faut la mettre à jour. Et pour la mettre à jour, il faut quelqu'un derrière un micro. Hein? Ça aussi, ça existe, donc le RFEFH l'a créé. Une autre activité extrêmement importante, Mounia est sortie parce que c'est grâce à elle et à la francophonie que nous avons été associés à des séances de formation de l'université d'Alexandrie Senghor, donc l'université Senghor d'Alexandrie, pour la formation des communautés francophones, des universités francophones en égalité femmes-hommes. C'est le CLOM. Ils ont créé une fiche pédagogique, un programme pédagogique qui est donné par l'université d'Alexandrie, et le RFEFH est invité à y intervenir. Pour l'instant, pour la première année, je crois que c'est Mounia qui a travaillé, mais Nour aussi est intervenu, Kautar, Soukaina est intervenu, moi-même je suis intervenu. Cette année, on compte faire le tour, aussi faire intervenir des autres membres du réseau selon leur spécialité, bien entendu. Donc c'est un programme universitaire développé par l'Université d'Alexandrie et qui nous permet aussi de nous faire voir, de faire savoir ce qu'on fait et surtout de poser les problèmes d'égalité femmes-hommes dans le monde francophone. Parce que les étudiants reprennent tout le temps nos cours. Moi, je suis interpellée dans la toile, souvent par les étudiants qui ont reçu l'introduction à mon cours. Et je trouve que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre production? La plateforme virtuelle, donc, avec Relief. Relief, il y a un H à la fin. Relief appartient à l'OIF, un team. S'il vous plaît, il faut l'écrire correctement. Relief est donc dirigé ici par l'IFEF, la directrice de l'IFEF, et c'est logé à l'IFEF, et nous pouvons l'utiliser pour faire connaître, par exemple, la réunion d'aujourd'hui. Il est prévu que quelqu'un, un agent de l'IFEF, soit avec nous tout le temps, parce qu'il va reproduire les séances de travail dans le Relief. On va les poster dans le Relief et c'est eux qui gèrent et qui répondent aux questions que les gens posent. Bonjour, monsieur le directeur de cabinet. Comment allez-vous? Monsieur Ngaye est là. Merci, monsieur Ngaye. On termine juste ça. La production, une autre production qu'on a eu à faire, c'est un document pour la Confégès. La Confégès est Camina, c'est une agence donc de l'OIF et nous avions été interpellés il y a quelques années, il y a peut-être 3 ou 4 ans, par le directeur de la Confégès qui voulait introduire la notion d'égalité femmes-hommes dans les programmes de jeunesse, de sport et de culture et de loisirs de la Confégès. Et nous avons produit un document, et c'est un PowerPoint avec un document qu'on a formulé pour leur dire comment faire pour que l'EFH soit installé au sein des ministères de la jeunesse, au sein des ministères du sport, au sein des ministères en charge de la culture et des loisirs, et comment il faut gérer l'introduction de l'EFH dans ces programmes aussi spécifiques à ces ministères. Et ça, c'était un exercice qui a été très, très gratifiant pour nous, parce que moi, je ne me suis jamais occupé de sport, ni de loisirs, et il a fallu qu'on le fasse. C'était très, très bien. Ça s'est fait ici à Dakar et au Maroc. Alors,
À part cela, la co-ING. La co-ING, il est important que les représentants de la coordination aussi comprennent quels sont les enjeux de la coordination des OING francophones. C'est une grande structure qui est créée par l'OIF et qui regroupe l'ensemble des OING qui sont accrédités. Et c'est important, il faut être accrédité à la francophonie, à l'OIF, pour pouvoir faire partie de cette co-ING. Actuellement, elle est présidée par une dame française, Danielle Toulmont, d'origine tunisienne, si je ne me trompe, mais elle est de nationalité française et elle coordonne l'ensemble des 135 ou 138 organisations qui ont été accréditées auprès de l'OIF. Et cette co-ING est formée de commissions. Il y avait 5 commissions. Est-ce que vous avez les commissions ici ou bien vous... Oh là là, c'est difficile à voir et à lire. On a un certain nombre de commissions, dont une je ne néglige pas les autres, mais je veux dire que celle-là, elle nous tient à cœur, parce que une des nôtres dirige la commission E, la dernière commission qui a été créée, et c'est la commission des enjeux globaux. Parce que justement, nous parlons d'enjeux globaux. Nous essayons d'allier le global et le local. Et la francophonie n'était pas tellement présente au niveau global, dans la réflexion et dans la mise en place d'actions universelles, en particulier au niveau des Nations Unies. Et on a pensé que créer cette commission E allait nous aider, devait nous aider voilà. Créer cette commission E devait nous aider aussi à discuter et à poser les problèmes globaux. C'est Michel qui dirige la commission E et elle est partie du RFEFH et nous en sommes très fiers. Mais c'est très difficile pour elle parce que souvent les gens ne comprennent pas ce que c'est que les enjeux globaux. Et dès qu'on dit commission, on va vous submerger avec des petits projets qui vont vous river au sol, alors que la commission globale, elle est sur les autres commissions et elle devrait pouvoir faire le lien entre tout ce qui se passe au niveau global et traduire cela pour l'OIF. Mais enfin, c'est un début et on verra comment les choses vont se passer. Donc, la co-ING est très importante. Et je voudrais que les coordonnatrices qui sont dans les régions, qui gèrent les régions, puissent veiller à ce que chaque fois que l'OIF ouvre les opportunités d'accréditation, que vous ayez le maximum d'organisations qui intéressées par l'OIF, qui puissent être accréditées selon les directives que l'on partagera. On a toujours partagé les informations que nous recevons de l'OIF. Mais c'est bien d'être membre du RFEFH, mais c'est aussi bien d'être membre de la co-ING qui vous permet de suivre encore d'autres activités autres que l'EFH, parce que le RFEFH travaille sur l'EFH, et si vous voulez travailler sur d'autres domaines, il vaut mieux être accrédité auprès de l'OIF pour être intégré à la co-ING. C'est important. Donc, j'avais promis à la directrice, à la présidente de la co-ING de parler de la co-ING, aux membres du RFEFH, aux coordonnatrices du RFEFH, pour vous dire que c'est une structure qui existe. Il faut suivre les informations que nous recevons de la co-ING et il faut transmettre à vos membres dans vos régions cette information parce que c'est important que vous soyez au courant de ce que l'OIF fait, ce que dans d'autres domaines que surtout seulement le domaine de l'EFH. Voilà. Alors, oui. Est-ce qu'il y a d'autres points? En leadership politique.
Oui, il faudrait que aussi que nos partenaires et vous tous, vous sachiez qu'il est extrêmement important ce passage des femmes, jeunes femmes et des femmes au leadership politique, du statut qu'ils ont, ou ils ou elles, au statut de leader politique. C'est pour ça qu'on développe un certain nombre de curriculums ou de curricula qui permettent aux jeunes femmes et aux jeunes garçons, mais également aux femmes qui sont dans les partis politiques, qui militent dans les partis politiques ou qui militent dans la société civile à avoir ce bagage supplémentaire qu'est l'expression d'un leadership politique clair. Et à Dakar, nous l'avons commencé depuis 2012. Hein, on a formé énormément et à chaque législature, depuis 2012, nous comptons un certain nombre de députés à l'Assemblée nationale, y compris dans la législature actuelle. C'est pour ça que nous voulions avoir la vice-présidente de l'Assemblée nationale, la première vice-présidente. Elle va certainement venir, elle est en retard, mais c'est elle aussi qui est responsable du réseau des femmes parlementaires francophones ici au Sénégal. Elle travaille avec le grand réseau. Et bientôt, au mois d'octobre, il y a un atelier. Je ne sais pas, Aïssatou, si tu es au courant, mais Madame Soussi, la présidente du réseau des femmes parlementaires, je crois que Allah aussi est au courant, Mounia, Mounia est là. Mounia, Madame Soussi vient le mois prochain ici en octobre hein, pour le réseau des femmes parlementaires francophones. C'est le monsieur le directeur de cabinet. Voilà, vous pouvez le petit coin. Donc il y a cette réunion avec les femmes parlementaires francophones qui vont se réunir ici au Parlement sénégalais, et la dame qui est responsable du réseau des femmes parlementaires ici au Sénégal, elle va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Mais cette formation en leadership politique des femmes que nous avons commencé depuis 2012, mais nous ne sommes pas seuls. AMLD n'est pas seul dans cette formation-là. En Afrique centrale, elle le fait. Aimé Dorothée Malanzapa, Regard de femmes, le fait non seulement en France, et c'est ce qui est important, mais il faut que vous le fassiez aussi en Europe de l'Ouest. Il faut que le faire en Europe de l'Ouest, parce que vous êtes responsable de l'Europe de l'Ouest. Mais je sais également qu'elle le fait en Afrique, parce que la Côte d'Ivoire travaille avec toi. C'est bien, c'est une excellente chose. Mais il faut que l'on puisse... la Mauritanie, certainement, Fatma, travaille là-dessus. On a... Nous qui travaillons aussi à Madagascar sur le leadership politique des femmes, on commence à créer une petite masse critique de personnes capables d'intégrer ou de faire intégrer à une communauté toutes ces questions de leadership, surtout chez les femmes, quand on veut, soit qu'elles dirigent des organisations qui compétissent pour les élections, ou bien alors, soit qui sont dans des partis, politiques, qu'elles cherchent leur place et qu'elles occupent leur place comme elles devraient le faire. Et tout récemment, on a été, nous, ici, omnibulés par les réseaux sociaux, tellement impressionnés par les réseaux sociaux que des jeunes femmes et des garçons ont demandé à AMLD, avec le National Institute for Democracy, NDI, aux États-Unis, on a un représentant ici, si on pouvait faire un atelier sur la désinformation selon le genre. Il y a des femmes qui laissent tomber la politique parce qu'elles sont harcelées, agressées. Ça, je pense qu'il faut le marquer. Elles sont agressées. Elles sont tellement agressées qu'il y en a qui démissionnent, qui ne travaillent plus, qui ne prennent pas leurs fonctions jusqu'au bout, qui n'exécutent pas leurs fonctions jusqu'au bout. Et cela nous pose, des problèmes. Il faut que la femme reste dans le couloir de la formation en politique. Et si, parce que quelqu'un est derrière son laptop et vous insulte ou vous harcèle ou dit des choses négatives sur vous, à telle enseigne que vous pliez bagage et juste vous démissionnez de toutes les fonctions ou les positions que vous étiez capable d'assurer, c'est pas normal.
C'est pas normal. Et on a un document, je crois que je l'ai envoyé à tout le monde. Je sais que l'unité EFH l'a reçu et elles vont y travailler. Penda, toi aussi, en tant que représentante du président, tu as dû le recevoir, mais tous les membres du RFEFH l'ont reçu comme contribution. Et je crois que toutes les régions devraient y travailler. Si vous voulez maintenir les femmes en politique, il faut les aider et leur donner les outils pour lutter contre cela. Parce que ce n'est pas parce que une Ndiaye, ça ne lui pose pas de problème que les réseaux sociaux parlent de moi à longueur de journée. Mais une jeune fille qui commence une carrière politique, c'est important. Une députée qui commence une carrière politique, c'est important qu'elle maîtrise tous ces outils et qu'elle ait surtout le langage et l'argumentaire qu'il faut pour répondre. Ou bien alors qu'elle se donne la possibilité et la capacité d'avoir des gens qui répondent à sa place. Ça aussi, c'est une stratégie. C'est notre dernière activité, je pense, de courant 2000. On a fait cette année-ci avec le National Institute for Democracy et le RSF. Donc, nous travaillons avec ce réseau aussi, qui est francophone et basé au Canada. Marie-Christine Ross, qui s'occupe des organismes des organismes en charge des élections dans les pays francophones. Et nous travaillons, le RFEFH aussi est invité avec. Alors, si maintenant, dans cette coordination, on donne l'information, on se met au courant et on est d'accord pour qu'on s'implique, qu'on s'investisse, et c'est pour ça que je parle d'engagement. Que vous ayez tous, vous preniez la décision de vous engager. Ça demande de la recherche, certainement, ça demande une certaine formation, mais quand vous posez les problèmes, il faut contribuer à la solution également des problèmes que nous posons. Et en politique, c'est vraiment notre dernier credo, et c'est le credo le plus important. Il faut que les femmes soient présentes en politique. Penda a dit tout à l'heure qu'il y a 3 ou 4 femmes qui ont déclaré leur candidature au présidentiel de 2024 ici. Mais je sais que dans certains pays francophones également, il y a des femmes qui ont déclaré leur candidature. Bien entendu, en tant que militante de l'égalité femmes-hommes, on ne peut pas ne pas être d'accord. Mais il y a un mais. Et le mais, c'est la formation. Le mais, c'est la solidité du profil de la personne qui se présente. Ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on va voter pour vous. Ça, c'est bien loin. La bataille est tellement loin d'être gagnée pour cet argumentaire-là. Mais ce n'est pas parce qu'on est une femme aussi qu'on ne connaît pas ce qu'est une république. La république, elle a ses règles. Je n'apprendrai pas à Pendambo. La République, elle se comporte d'une certaine manière. La République a un contenu. La République a disons, je ne veux même pas parler d'indicateurs parce que c'est tellement plus fort que cela. La République est quelque chose qu'on doit connaître, qu'on doit intégrer pour pouvoir la représenter. Mais enfin, la République, c'est pas seulement nos organisations de base qui s'occupent de l'autonomisation des femmes. Je suis désolée. Hein? Je ne sais pas, il faut qu'on en discute, mais on ne peut pas dire que nous allons à l'assaut de la République si on ne connaît pas le bœuf à bas de la République. Mais les forces de sécurité et de défense, il y a des candidats aux élections présidentielles qui ne feront pas la différence entre un colonel et un lieutenant ou un capitaine ou un général. Je suis désolé, c'est à savoir à quoi ça sert et où c'est et ce qu'ils font. Hein? Je passe sur la sécurité encore, mais il y a les autres institutions de la République. La République a des piliers qu'il faut connaître. Et avoir une idée de ce qu'il faut pour que ces piliers-là répondent à vous, ce que vous voulez comme programme. Alors, nous allons être impliqués dans la préparation de ces femmes-là, c'est certain. Nous serons impliqués. En tout cas, AMLD le fera. Maintenant, s'il faut se retourner sur le RFEFH, c'est très bien. Mais il faut que la capacité de AMLD à aller vers ce genre de défi, cette capacité, elle est là.
et nous allons l'utiliser. Maintenant, si on peut donner la main entre réseaux et qu'on peut faire de la synergie entre nous, je pose le problème au groupe de la communication, de la coordination, parce que l'UEFH, l'unité EFH de Madame Balour, en a besoin. Et on fera une cartographie des capacités des unes et des autres selon les régions. Nous avons également besoin de la recherche, et Elena pour Anaïs aussi. Ce serait bien qu'Anaïs nous aide dans ce cadre-là, sur la politique. Voilà. Voilà, ça y est, moi j'ai fini. Merci toutes ces pistes de travail. Nous n'allons donc pas chômer ces 3 jours, mais on le savait très bien en venant. Et en effet, tu as terminé par la question la plus importante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernance démocratique sans les femmes et que la parité est un levier transformatique de toutes les politiques publiques. Donc là, je te suis et je tout à fait là-dessus. Alors maintenant, je ne sais pas si nous donnons la parole aux représentants d'abord. Oui, peut-être. Il me semble, avant de donner à Sophie Diac. Donc, on va changer un petit peu l'ordre. Il peut venir ici, moi j'ai terminé. Voilà. Alors, monsieur, je ne sais pas son nom. Vous voulez venir un moment? Voilà, oui. Voilà. Ok, je vais me mettre Bientôt, d'accord, merci. Alors, il devait avoir son en vous remerciant, oui. En vous remerciant d'être là, monsieur le directeur de cabinet et Aïssatou. J'insiste beaucoup sur Aïssatou parce qu'Aïssatou est un de nos piliers. Aïssatou a été témoin de beaucoup de choses dans ce qu'on a fait en termes de promotion de l'égalité femmes-hommes dans ce pays. Elle travaille beaucoup auprès du ministre. Elle a fait plusieurs ministères et disons, plusieurs ministres dans le même ministère, et on travaille aussi dans le cadre du réseau avec elle. C'est pour ça qu'il est important qu'elle soit là. Merci Aïssatou. Monsieur le directeur de cabinet, merci d'avoir dit oui, d'être présent au nom du ministre de la Femme que j'ai eu, mais je connais son programme. Mais merci d'être là. La parole est à vous. Merci. Madame le professeur Pendembo, représentante officielle du chef de l'État auprès de la francophonie. Mes hommages, madame. Madame le professeur Ndoro Ndiaye, coordonnatrice du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes. Madame Maritza Formisano, représentante de l'ONU-Femmes. Madame Michèle Vianès, de la coordination du réseau Femmes pour l'égalité hommes-femmes. Madame la représentante de l'unité EF de l'OIF. Mesdames, Messieurs, je suis très honoré de prendre part à cette réunion de concertation et de planification stratégique des membres de la coordination du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes qui a pour but de discuter des initiatives et des actions à entreprendre pour renforcer la solidarité d'action au sein de la communauté francophone et promouvoir l'égalité femmes-hommes à tous les niveaux de développement. J'adresse mes remerciements à cet effet à Madame le professeur Penda Ndoro Ndiaye pour nous avoir associés à ce panel de très haut niveau. Je tiens également à la féliciter pour sa contribution en faveur de la promotion de l'égalité hommes-femmes et des chances à travers ses performances en termes de réflexion, de plaidoyer et de mobilisation des femmes au sein de l'espace francophone et particulièrement au Sénégal. En effet, cette réunion stratégique, dont l'objectif est de nous permettre, en tant qu'acteurs, de réfléchir, de convenir d'axes d'intervention pertinentes pour améliorer les performances de ce réseau, d'une part, de discuter des réformes modernes et utiles à son fonctionnement, d'autre part, entre dans le cadre du suivi efficace de la mise en œuvre des politiques publiques à travers le cadre harmonisé de suivi et évaluation des politiques publiques que le gouvernement du Sénégal, sous l'impulsion de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a institué par décret numéro 2015-679 du 26 mai 2015.
L'un des éléments clés découlant de ce cadre harmonisé de suivi et évaluation des politiques publiques est la RAC Genre, la revue conjointe, annuelle conjointe genre, qui est un instrument qui contribue à renseigner des indicateurs d'impact et d'effet de la stratégie nationale pour l'équité et de l'égalité des genres, tels que le niveau de prise en compte du genre dans les politiques et programmes de développement, les actions de soutien sensibles au genre développées, etc. Mesdames, Messieurs, je ne puis m'empêcher dès lors de magnifier cette perspective du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes qui a choisi Dakar, notre capitale de notre pays, terre de la Teranga, pour abriter ces travaux. La présente rencontre qui vise, entre autres, à évaluer les actions menées, de discuter de la nouvelle stratégie et des orientations dans un contexte marqué par des événements qui devraient requérir l'attention soutenue des acteurs de l'agenda de l'égalité hommes-femmes compte tenu des événements politiques, économiques et sociaux, les implications qui pourraient en découler. Cette étape se justifie sans doute par la conjugaison des efforts du réseau et de tous les acteurs gouvernementaux, ainsi que les partenaires techniques et financiers qui l'accompagnent dans la réalisation de sa mission. Il me plaît de relever la contribution remarquable de l'antenne Sénégal du réseau dans la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. À ce titre, je vous témoigne, au nom de Madame le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané Gueye, la qualité et le niveau de collaboration exemplaire entre la coordonnatrice du réseau et notre département. Madame le professeur, coordonnatrice du réseau, que votre démarche inspirante puisse enrichir davantage nos actions complémentaires pour une société plus juste et inclusive. Mesdames, Messieurs, pour terminer, j'encourage et j'invite tous les participants et toutes les participantes à s'investir pour atteindre l'objectif de cette rencontre et qu'au sortir de cette salle, qu'une nouvelle stratégie vienne bonifier les efforts consentis dans nos pays respectifs. C'est sous ce rapport que je souligne, pour le magnifier, l'accompagnement de l'ONU Femmes pour notre département, notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l'autonomisation économique des femmes. Enfin, je renouvelle mes remerciements à la coordonnatrice de ce réseau et à tous les membres. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup d'être venu pour cette ouverture. Il est important pour nous, je l'ai dit avant que vous ne veniez, que nous ayons une bonne coopération entre cette société civile qui s'occupe de l'EFH, surtout au sein de la francophonie, et les gouvernements qui sont présents, membres de la francophonie. Et le gouvernement du Sénégal est un gouvernement spécifique, je pense, dans l'histoire de la francophonie. Pendembaou l'a rappelé tout à l'heure. Et je pense qu'il était bon. Moi, ça me rassure, ça me rassénère de voir que vous avez tout de suite répondu oui et que vous nous suivez. Merci d'avoir été là. Michel, qui a présidé cette séance-là, donc, va reprendre la parole. Nous allons alors modifier l'ordre du jour et passer tout de suite à la pause café et à la photo de famille. Mais avant, je tenais à dire que partout où je vais, depuis 25 ans, je milite pour Regard de Femmes, je dis toujours que mon plus beau souvenir d'activiste des droits des femmes, je l'ai connu à Dakar, au Grand Théâtre, et il y a Oumou qui est en face de moi et qui sait très bien de quoi je parle. Voilà. Lorsque la loi sur la parité avait été obtenue, donc avait été votée, et donc c'est vrai que la France avait une antériorité, et donc nous avons été contactés justement par la ministre à l'époque, et en lui disant attention, il y a beaucoup de trous, dans la raquette de la loi française. Donc voilà ce qu'il ne faut pas faire, donc une grande action en même temps. Et donc j'ai eu l'honneur d'être invitée par le président Ouad, et je crois que lorsque j'étais debout devant la salle du théâtre de Dakar, avec toutes ces femmes de blanc vêtues qui criaient leur joie, je me disais que, contrairement à ce qu'avait dit l'historienne Michel Perrault, les femmes et les silences de l'histoire, c'est fini. Voilà, et donc, c'était bien le point important. Merci beaucoup. Merci, Michel. Aujourd'hui, donc, cette rencontre se tient à Dakar
C'est un avantage que le pays de la Teranga reçoit une rencontre d'une telle envergure. Mais ce que je souligne particulièrement, c'est la coïncidence entre cette rencontre qui va se pencher sur les stratégies et les planifications des agendas qui pourraient faire monter en puissance davantage les femmes sur l'échiquier politique, plan économique et social. Cette coïncidence, c'est quoi? C'est que nous sommes en train de faire au Sénégal l'évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. Et le rapport final est en train d'être finalisé. Et du coup, la grande réflexion que mène aujourd'hui le réseau francophone pour l'égalité hommes-femmes viendra verser ses conclusions naturellement dans ce travail qui est en train d'être consolidé au niveau gouvernemental. Donc cette coïncidence pour nous, elle est totalement heureuse et nous sommes très ouverts et nous attendons bien sûr les conclusions qui seront issues de nos travaux d'aujourd'hui sous l'impulsion du réseau francophone pour l'égalité femmes et hommes. Mais c'est là tous les défis qui interpellent les organisations des femmes et c'est ce qu'a compris le réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes qui déjà a anticipé, a pris les devants un peu partout à travers le monde. Donc je crois que la marche est irréversible et de plus en plus, en tout cas les femmes vont davantage entrer dans les espaces de décision. Le rapport de pouvoir est davantage favorable aux femmes. Au Sénégal, nos pouvoirs publics, et sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, des lois fortes ont été prises pour davantage impulser la parité. Et aujourd'hui, c'est heureux qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons près de 40 et quelques % de femmes. Au niveau gouvernemental, vous voyez que les femmes montent davantage en puissance. Dans les postes de direction, c'est pareil. Et nous avons un outil au plan gouvernement interne, au plan étatique, qui essaye de monitorer tout cela. C'est la revue annuelle conjointe genre, qui est pilotée par la directrice de l'équité et de l'égalité des genres qui est ici avec moi, et qui permet de faire une analyse objective de la situation avec des indicateurs SMART très mesurables qui établissent en tout cas les avancées que le Sénégal est en train de connaître à ce niveau-là. C'est une approche globale et ça, la réponse se trouve dans la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité des genres. Le rapport de pouvoir, le dialogue intergénérationnel est un levier puissant. Si nous regardons aujourd'hui la structure de la population en Afrique, dominée principalement par des jeunes, et le Sénégal n'est pas en reste, naturellement, il y a tout un enjeu pour la capture du dividende démographique. Et sous ce rapport-là, les pouvoirs publics sont conscients et toutes les stratégies sont en train d'être réajustées pour adapter en tout cas ce déterminant-là afin que, bien sûr, que les jeunes, les moins jeunes, soient davantage impliqués et soient davantage pris en compte dans les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Et d'ailleurs, tout l'enjeu de la politique genre au Sénégal, c'est une politique extrêmement holistique qui met en avant, en tout cas, les préoccupations des femmes, mais les jeunes ne sont pas en reste. Et c'est ça l'intérêt et l'avantage. Et c'est dans ce sens-là que nous comprenons aussi les initiatives du réseau francophone pour l'égalité femmes-hommes, qui poussent les gouvernements, qui poussent les partenaires techniques et financiers, qui poussent toutes les parties prenantes à aller dans cette direction. Et ça, nous avons l'avantage d'avoir à la tête de cette institution notre compatriote, le professeur Ndioro Ndiaye, avec son expérience énorme, mis à la disposition des pouvoirs publics, que nous avons bon espoir que l'issue de ces travaux va davantage donner une nouvelle impulsion.